Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si on se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo, c'est pour parler d'un sujet fâcheux. Lorsqu'on fait de l'automatisation, c'est forcément, on est obligé d'y passer, les API. Donc que tu sois débutant ou expérimenté, tu as déjà au moins une fois été confronté à ce module. Donc soit tu as essayé de le comprendre et de l'utiliser, ou soit tu as tout simplement abandonné. Donc rassure-toi, cette vidéo est là pour ça. L'objectif est de comprendre ce que c'est une API et de comment utiliser ce module. Allez, on perd pas de temps, on voit ça tout de suite. On se retrouve déjà dans un premier temps pour définir qu'est-ce que c'est une API. Une API, ça signifie Application Programming Interface, ou en français, interface de programmation d'application. Je tente. Donc concrètement, c'est l'interface qui a été mise en place sur le serveur cible. Donc par exemple, nous, quand on fait une requête auprès de Google, c'est l'interface qui a été mise en place pour recevoir notre requête et pouvoir nous répondre en fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc là, on va prendre un petit peu l'analogie du restaurant comme on le voit ici. Dans un premier temps, on a des clients. Ces clients, ils arrivent au restaurant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, ils vont émettre une commande. Ils ont envie de manger un repas, un menu particulier. Et donc, ils vont envoyer la requête en cuisine en passant par le serveur, comme quoi ils veulent tel menu. Donc ça, c'est l'équivalent du coup d'une requête HTTP, qu'on va voir juste après, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. C'est le langage qui permet d'échanger avec une API. Donc on lui émet la requête qu'on veut manger tel plat, et donc l'API, donc le serveur, reçoit cette requête-là et va la transmettre en cuisine. Donc là ensuite, tu as la cuisine qui a préparé le repas et qui va ensuite répondre en passant par le serveur au client, en lui rendant tout simplement ce qu'il a demandé, donc le plat. Donc voilà, ça c'est pour comprendre le grand principe de l'API. Et par contre, nous de notre côté, quand on discute avec le serveur, on veut lui transmettre du coup les informations qu'on veut donner au serveur. Et donc ces informations, on les transmet en utilisant ce qu'on appelle, ce que je vous disais du coup plus tôt, qui est l'Hypertext Transfer Protocol. Donc ici, ça va être le langage qui va nous permettre d'échanger avec l'API et ce qui va nous permettre du coup de lui transmettre les informations qu'on va ensuite récupérer du serveur. Et il existe différents types de requêtes qu'on peut émettre auprès de notre serveur et elles sont présentes pour la plupart ici. Bon, il en manque quelques-unes mais qui n'ont jamais servi. Dans un premier temps, on a la requête get. Cette requête-là, quand on va indiquer qu'on veut du get, ça va nous permettre de récupérer des ressources auprès du serveur. Typiquement, ce qu'on va voir par la suite, si vous voulez récupérer les informations concernant la météo sur un site internet, vous allez envoyer une requête get parce que vous voulez récupérer les informations de ce serveur. Ensuite, on a la requête post. La requête post va nous permettre cette fois-ci, nous, d'envoyer des informations qui vont influer sur le serveur. Donc ici, on va pouvoir créer une nouvelle ressource. Typiquement, si vous faites une requête HTTP pour, par exemple, générer une image, dans ce cas-là, vous allez utiliser post, parce que vous allez demander au serveur d'effectuer un travail pour vous, de créer une ressource pour vous. Et donc, dans ce cas-là, de créer une nouvelle image. Ensuite, on a le combo patch-put. Dans un cas, patch nous permet juste d'update une ressource qui existe déjà sur le serveur en question. Donc là, typiquement, on peut imaginer une base de données avec plein de prospects, par exemple. Et à un moment, le prospect, justement, le prospect Julien, en fait, vous voulez le renommer. Vous le renommez en Paul. Donc ici, vous utilisez une requête patch qui va permettre d'update ce prospect qui existe déjà en Paul. Ensuite, on a la partie put qui est similaire à la partie patch, sauf qu'en plus, vous pouvez créer une nouvelle ressource en plus de l'update. Donc, je m'explique. Dans votre base de données de prospect, vous pouvez par exemple lui dire « J'ai un nouveau profil intéressé qui s'appelle Julien Sanson, ajoute-le à ma base de données avec toutes ces informations-là. » Et dans un premier temps, elle va chercher à voir s'il existe déjà dans la base de données et l'update. Et s'il n'existe pas dans la base de données, dans ces cas-là, elle va le créer avec les informations. Donc c'est un peu plus flexible que juste faire patch. Ah, patch, il n'existe pas, ok. Donc dans ces cas-là, on fait un post pour pouvoir créer le... Voilà, ça permet de tout combiner dans une seule et même requête. Et ça peut être plus simple dans certains cas. Et donc là, ensuite, la fonction delete qui va permettre de supprimer une ressource. Et donc dans ce cas-là, on reprend l'exemple de la base de données de prospect. Si vous envoyez une requête delete à cette base, ça peut être par exemple pour supprimer un prospect tout simplement. Voilà, si un prospect n'est plus intéressé par vos services, ne faites pas ça, ne supprimez pas des prospects qui ne sont pas intéressés, vous pouvez les réactiver. Vous pouvez envoyer une requête delete qui va supprimer ce prospect. Donc voilà un petit peu pour les différents types de requêtes. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à n-item pour voir concrètement comment on utilise ces modules. Ok, donc là je suis sur n-item. Comme d'habitude, je vais ajouter un nouveau step. Donc là, pour le test, on va ajouter un trigger manuel. Et ensuite, on va ajouter le fameux module HTTP request. Donc pour ça, vous cliquez sur ajouter un module, vous tapez HTTP, et voici. Hop, je vais l'étendre un petit peu. Hop, je connecte. Donc le but de HTTP request, on va repartir sur les bases. Donc c'est d'effectuer une requête API envers un serveur. Et vous utilisez aussi ce module HTTP déjà quand il n'y a pas le module qui n'existe directement dans n-item. Parce que s'il existe déjà, ils ont déjà fait en sorte que le module de cette application en question soit plus simple à utiliser qu'un HTTP request. Donc là par exemple, je vais prendre tout simplement un Gmail et là je vais faire send a message juste ici. Donc en fait c'est un module HTTP request mais qui a été pimpé pour que ce soit plus simple. Et donc là, par exemple, pour se connecter, on peut voir que j'ai juste à me connecter avec Google. J'ai pas besoin de rentrer 1 milliard d'identifiants. Et j'ai déjà toutes les informations dedans qui sont déjà
indiqué, et il me reste plus qu'à compléter, et j'ai pas à remplir un body, et j'ai pas non plus à me renseigner sur la documentation. Donc je double-clique sur le module HTTP request. Ici, au début, on retrouve bien la méthode, donc ce sont les méthodes que je vous ai présentées au début, hormis les méthodes head et options, mais que je n'ai jamais utilisées, donc vous n'en aurez pas besoin. Ensuite, on a la partie URL. Donc cette partie URL indique le endpoint que vous allez devoir remplir. Et ce endpoint, en fait, c'est la destination finale à laquelle vous allez envoyer ces informations. Et donc les informations au serveur. Et les serveurs, souvent, ils mettent en place plein de endpoints en fonction des différents services qu'ils traitent et des informations que vous devez leur envoyer. Donc on va faire un premier test avec l'API dont je vous ai parlé au préalable. L'objectif ici, ça va être de récupérer la météo actuelle de là où je suis placé. Pour effectuer ça, on va utiliser un site internet qui s'appelle GetWeather. Donc là, je suis sur le site Weather API, et une fois que je suis connecté avec mon compte, qu'est-ce que je fais en fait avec ces informations d'API là que je veux chercher? Dans un premier temps, à chaque fois sur les sites internet, vous allez dans la partie API, vous allez dans la partie documentation, et c'est là que vous allez trouver toutes les informations autour des API et de comment la connecter. Donc là, je vais dans la partie doc, juste ici, et voilà, donc là, j'arrive au niveau de la partie documentation de l'API. Ici, j'ai une première partie Getting Started, qui n'est pas intéressante, dans ce cas-là. Ensuite, j'ai la partie Authentication. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça me donne directement comment utiliser ma clé API. Donc là, ils disent, la paramètre clé, c'est qui égale votre clé API. Il va falloir renseigner directement dans l'authentification de l'HTTP request. Et ils indiquent bien, du coup, il faut la renseigner en tant que paramètre de request, juste ici. Ok. Ensuite, il nous donne du coup le endpoint qu'il va falloir interroger pour récupérer nos informations. Il est composé de la base URL, donc celle-là, http://api.weatherapi.com/v1. Et ensuite, en fonction de la requête qu'on va vouloir faire, il va falloir ajouter une partie à cette URL-là. Donc là, par exemple, si on veut récupérer la météo actuelle, il faudra ajouter current.json. Et voilà, donc on a différentes recherches qu'on peut faire. Et ensuite, on a les différents paramètres à intégrer, du coup, dans notre requête. Comme dit préalablement, il faut ajouter notre clé API, donc qui va être notre authentifiant de connexion pour bien indiquer que c'est notre compte. Donc cette clé API, on va sûrement pouvoir la récupérer dans My Account. Celle-ci, elle est obligatoire. Donc il faut forcément envoyer sa clé API pour prouver qu'on a une licence et pouvoir se connecter. Ensuite, Q, c'est la query. Quelle question on va envoyer en fait à notre serveur? Ici, on peut voir qu'on peut envoyer des informations concernant la latitude et la longitude. Tout simplement le nom de la ville, un code postal américain, un code postal UK, etc., etc. Donc typiquement, si dans mon cas, je cherche la météo à Copenhague, je vais taper Q égale Copenhague. On a les paramètres jour. Donc là, vous voyez que par exemple, ils indiquent que c'est obligatoire uniquement quand on utilise l'API Forecast. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste demander la météo actuelle, qui est donc la partie Current Weather ici, et qui n'est pas l'API Forecast. Et voilà, globalement, on a juste ces deux informations à envoyer. Là, ensuite, pour compléter notre HTTP request, on a deux méthodes. Soit on complète tout à la main, ou soit on va directement dans bulk request ici, on descend un petit peu. Donc là, on a un exemple de requête. Donc l'exemple de requête qui nous intéresse, parce que là, on est bien sûr la méthode current, donc météo actuelle. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut directement copier le curl. C'est un langage qui permet de mettre en place la requête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans notre module HTTP ici. On va aller dans import curl et on a juste à le coller. Et là, l'avantage, c'est qu'il va directement nous compléter notre HTTP request sans qu'on ait besoin de tout faire à la main. Et ça peut éviter les erreurs et faire gagner du temps. Donc lisons ça un petit peu mieux. Donc l'URL, il a bien complété la base URL que j'avais dit au préalable, api.weatherapi.com v1, et il a rajouté donc la méthode, ce qui nous intéresse, qui est la météo actuelle, donc current.json. La clé API, donc cette fois-ci, je vais indiquer ma clé API. Donc là, je l'ai complétée et je l'ai bien récupérée dans la partie My Account sur le site Weather API. Et ensuite, pour la partie query, je vais mettre Copenhagen. Voilà. Et ensuite, pour la partie ThenBody, je ne pense pas que j'en ai besoin ici, parce que j'ai déjà indiqué la query plus haut. Donc là, je le retire. Il me reste plus qu'à effectuer ma requête API maintenant. Et on peut voir que la requête s'est bien passée. Et si je double-clique sur cette requête-là, je peux checker les informations qui m'ont été renvoyées. Donc là, la localisation m'a bien renvoyé donc Copenhagen. Donc là, j'ai bien le bon pays, bonne région, etc. Ensuite, il m'a bien envoyé du coup la température actuelle, et la température en degrés et en Fahrenheit. Et on peut voir que c'est vraiment la température actuelle, donc le 15 octobre à 10h15. C'était il y a 2-3 minutes. Il m'a même envoyé donc la force du vent, l'humidité, etc. Voilà, super. Donc là, je fais une petite parenthèse, parce que là, du coup, on a fait directement les tests sur une iTunes. Si vous voulez au préalable tester la requête API sans avoir à forcément tester directement ça sur une iTunes, à impacter vos workflows, vos crédits, etc., vous pouvez tester les API directement sur un site qui s'appelle Postman. C'est un site qui est vraiment cool. En fait, vous pouvez tester tout simplement vos API. Donc là, pour l'instant, je suis sur le site de Postman. Je vais créer une nouvelle requête ici. C'est une API request. Je crée une nouvelle requête. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc voilà, on retrouve la même interface, donc on a get, post, put, patch, delete. Vous pouvez mettre le endpoint,
Vous pouvez mettre les différents paramètres, vous pouvez envoyer le body, la connexion, etc. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est directement cliquer sur importer, vous collez le curl, ou vous le faites à la main bien sûr. Et donc vous avez, comme sur n8n, du coup la requête qui apparaît juste ici. J'ai mon URL, mes différents paramètres que je peux tester, et je peux envoyer la requête. Donc là, pour l'exemple, j'ai envoyé ma requête, ça a bien fonctionné, on voit bien que j'ai un retour avec la météo à Copenhague. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aborder quelque chose d'un petit peu plus technique, qui est donc l'authentification avec votre clé API. Là, dans ce cas-là, je n'en ai pas parlé au préalable, mais on a fait une connexion par query. C'est-à-dire que la clé API était localisée, tout simplement, dans la query directement en elle-même. Comme on peut le voir sur Postman, ici, donc la query, c'est cette partie-là, donc c'est le endpoint. Et en fait, on a envoyé dans le endpoint toutes les informations pour notre recherche. Donc on a envoyé dans un premier temps la clé, et ensuite on a envoyé la query, donc Copenhague. Et tout ça a été directement dans l'URL de requête. Mais ça se passe pas toujours comme ça, tout n'est pas forcément envoyé dans l'URL de requête. Des fois on va juste envoyer le endpoint, et par contre on va envoyer nos informations dans d'autres endroits. Soit on va mettre nos informations dans le header, ou soit dans le body. Donc le header, c'est les en-têtes, donc c'est souvent là où on va mettre les informations concernant le format d'envoi, comme par ici. Ici, on va envoyer le format en JSON. On va aussi peut-être envoyer aussi le format de réception, qui peut être aussi en JSON par exemple. On peut mettre la clé API aussi dans les headers, pour ne pas avoir à la mettre directement dans l'URL, dans le endpoint. Et ça se fait notamment pour des enjeux de sécurité, car si le endpoint est compromis, au moins la clé API n'est pas divulguée, car elle ne sera pas présente directement dans le endpoint. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et pour les informations classiques, donc la requête, la localisation, etc., etc., si vous multipliez les paramètres, à la fin, vous allez avoir vraiment un URL qui va être gigantesque, parce que vous allez avoir à la suite toutes les informations. Donc là, par exemple, et la query recherche à Copenhague, et la localisation, et la latitude, et la longitude, etc. Et à la fin, on va avoir un URL qui va être vraiment géant. Pour éviter ça et avoir une meilleure facilité de lecture de notre API, souvent les informations sont mises dans le body. Donc le body, c'est cette partie juste ici. On peut voir ici qu'elles ont déjà été pré-complétées par exemple pour le test. Et le body, c'est là où on va mettre tous nos paramètres. On va prendre un exemple de génération d'images. Voilà, ça va changer un petit peu. Pour ça, je vais aller sur Fall.ai. Fall.ai, c'est un site qui permet de regrouper plein de modèles de génération d'images et de génération vidéo. Et donc ça va vous permettre de mettre les crédits à un seul endroit et d'avoir accès à tout plein de modèles sans avoir à switcher de l'un à l'autre. Et c'est plus simple. Donc on va essayer de générer une image, donc on va utiliser le dernier modèle qui est Gemini 2.5 Flash Image, que vous connaissez certainement sous le nom de Nano Banana. Donc là si je tape Nano, voilà. Donc là on a effectivement le modèle juste ici, donc là on a notre modèle, et pour l'utiliser, on va dans la partie API. On regarde un petit peu, pour soumettre une requête, on a l'information juste ici, on a le curl, on peut voir ici que cette fois-ci, la clé API est localisée dans le header, et non pas dans la query. Donc c'est-à-dire que la clé API ne sera pas présente directement dans le endpoint, donc dans l'URL de l'endpoint, elle sera envoyée en parallèle. Et ici, dans la partie data, ici c'est tout simplement ce qu'il y a dans le body. C'est ce qu'on va envoyer dans le body, donc c'est l'information du prompt pour générer l'image. Donc là, je copie le curl, je vais sur n8n, hop, je rajoute un HTTP request, j'importe le curl. Bon, j'ai pas réussi à importer le curl, au moins c'est pas plus mal, je vais pouvoir vous montrer l'exemple. Donc ici, comme on a envie d'envoyer les informations pour générer une image, on va être en post. Ensuite, le endpoint, on retourne un petit peu plus haut. Du coup, le endpoint, c'est celui-là. Hop, je le copie. Donc voilà, le endpoint, c'est celui-là. Donc on va envoyer notre requête en queue à Fall.ai pour qu'il puisse traiter la génération d'images. Ensuite, l'authentification. Donc là, c'est la partie intéressante. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je fais send header et dedans, du coup, je renseigne les informations de ma clé API, qui sont authorization key espace ma clé API. Donc soit je passe par là, ou alors soit j'ai envie de pouvoir être scalable et pouvoir réutiliser mes identifiants plus tard en passant par une prochaine HTTP request qui passera aussi par Fall.ai. Et dans ces cas-là, je vais dans Authentification et là je vais dans Generic Credential Type. Ici, je vais pouvoir générer un nouveau type d'authentification. On est dans une authentification par header, donc par en-tête. Hop, et cette fois-ci, je peux créer un nouveau credential. Ici, dans la partie name, je vais rentrer donc cette information-là, donc authorization. Et dans la partie valeur, je vais rentrer l'information key espace ma clé API. Donc là, ensuite, je peux indiquer que c'est Fall.ai, par exemple, test.
Je peux ensuite sauvegarder et on peut voir que je conserve mon header par la suite que je pourrais réutiliser. Donc ça m'évite d'avoir à remettre ma clé API à chaque fois et à reconfigurer ça. Donc ensuite, je retourne sur ma documentation. Il faut toujours s'appuyer sur la documentation pour savoir ce qu'on renseigne dans notre requête HTTP. Donc là, je redescends un petit peu. Donc là, j'ai renseigné ma clé API. Ensuite, dans la partie header, il faut que je renseigne du coup le type de contenu qu'on va envoyer. On va envoyer du JSON. Donc je vais renseigner cette information-là. Content type application/JSON. On envoie ça par header. Donc, je vais dans la partie send header et j'enseigne content type application/JSON. Voilà. Et ensuite, je vais envoyer dans le body, du coup, data c'est le body, je dois envoyer le prompt. Et c'est tout globalement. Et dans la partie send body, et je renseigne prompt un paresseux qui fait du skate. Super. Et dans le type de body, on indique bien que c'est du JSON. Parce que dans les headers, on a aussi notifié que le contenu qu'on envoyait, c'était du JSON. Donc là, ma requête HTTP est valide et je peux la tester tout de suite. Donc super, elle a fonctionné. Donc on peut voir que la requête a bien été envoyée et le statut c'est in queue. Maintenant, pour récupérer notre image, parce que sur FallAI, en fait, là on a envoyé la demande pour traiter cette génération d'images. Ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir récupérer cette image. Et donc pour ça, toujours, je retourne dans la doc. Donc là, c'était submit a request. Et maintenant, pour récupérer le résultat, donc là on descend un petit peu, on voit qu'on peut récupérer le statut, donc pour voir si elle est toujours en cours de traitement, et pour récupérer le résultat, donc on est juste ici. Donc cette fois-ci, on n'est pas en post parce qu'on n'a pas envie d'envoyer l'information de générer une image, on veut récupérer notre image, donc on va prendre du get. Donc on va choisir la méthode get. Dans l'URL cette fois-ci, on rajoute la partie requête, parce qu'on veut récupérer notre ID de requête pour récupérer notre image. Et après, donc on n'a rien à lui envoyer, on a juste à mettre notre clé API. Donc là, je vais copier le curl, je vais créer un nouveau module HTTP request, j'importe le curl, hop. Donc là ici dans les headers, il m'indique directement donc, de mettre ma clé API, sauf que moi, au préalable, j'ai déjà créé mon credential directement dans n8n, et donc là, j'ai juste à aller dans Generic Credential Type, et je choisis Header Authorization, et ici, j'ai déjà mon FallAI test qui est déjà créé. Donc voilà, j'ai déjà ma connexion qui est faite avec ma clé API. Ce que j'ai à faire ensuite, c'est juste à indiquer mon ID de requête. Et donc ici, je vais récupérer cet ID de request. Il était déjà présent dans l'output de ma première HTTP request. Et j'ai juste à l'indiquer ici. Donc là, attention, il y a un espace. Hop. Et voilà, globalement, j'ai plus qu'à tester ça. Donc là, ça a bien fonctionné. On peut voir que je récupère une image. Donc là, on va voir tout de suite. Je vais récupérer l'image. Hop. Je rentre l'URL. Et voilà, super. Donc là, j'ai bien mon image. Tout a bien fonctionné. Et voilà, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que vous avez pu comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, avec les différents types de méthodes, et voilà, le type d'informations à renseigner. Dans tous les cas, à chaque fois que vous faites une requête API, pensez bien à checker la documentation du serveur en question. Donc là, par exemple, il y a eu FallAI, il y a eu Get Weather Information. À chaque fois, chaque site va mettre en place une documentation avec vraiment tout ce qu'il faut faire pour chacun des cas. Donc vous avez juste à suivre, à comprendre où mettre les bonnes informations. Si l'authentification elle est par header, dans ce cas-là vous l'envoyez par header. Si elle est dans la query, vous la mettez dans la query. Le body, vous le mettez dans le body. En fait, il faut juste suivre globalement le plan qui vous est indiqué par le serveur. Et si vous suivez ça, normalement, vous n'aurez pas de problème. L'avantage, c'est si vous maîtrisez cette technique-là, avec l'API, et bien en fait, vous n'avez plus aucune limite sur le nombre d'outils que vous pouvez connecter à vos automatisations. Et l'objectif à la fin, bien sûr, c'est que vous puissiez automatiser vos process. Bon, alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as pu apprendre des choses. Si tu es intéressé par d'autres tutos n8n, n'hésite pas à checker ma chaîne YouTube, il y en a tout plein d'autres. Et si tu as envie de me faire une reco pour d'autres tutos pour le futur, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.